Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. En voici tout de suite le sommaire. Les députés nationaux ont, au cours d'une séance plénière organisée jeudi 8 décembre 2022, voté le projet de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité dans l'humanité. Et puis la journée internationale de lutte contre la corruption est observée chaque année le 9 décembre depuis l'adoption de la Convention des Nations Unies contre la corruption le 31 octobre 2003. Le thème retenu cette année est dénoncer la corruption et défendre les valeurs démocratiques. La début mortelle du professeur Dr Tino Lolinga Longange de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, ISC, a été portée en terre ce vendredi après les derniers hommages lui rendus par ses amis et connaissances ainsi que par sa famille biologique. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous à ce nouveau numéro du journal. Je ne serai pas seul sur ce plateau, j'aurai un invité avec qui nous allons échanger tout au long de cette édition. Monsieur Christian Moleka, bienvenue. Merci. Comment vous vous portez? Très bien, je me porte très bien. D'accord, avec vous nous allons faire donc l'analyse de plusieurs questions d'actualité dans le pays tout au long de ce journal. Voilà, le dernier acte de la 52e session de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC qui s'est clôturée hier jeudi 8 décembre à Kinshasa a connu l'élection d'une nouvelle équipe dirigeante présidée désormais par les Seychellois Roger Monciel qui succède à Christophe Mbosso, assisté de la Mauricienne Joanne Sabrina Tour au poste de vice-présidente pour un mandat qui court jusqu'en 2024. Suivez. Lors de la clôture du forum parlementaire de la SADC le jeudi 8 décembre à Kinshasa, les Seychellois Roger Monciel, assisté de la Mauricienne Joanne Sabrine Tour, ont succédé au poste de président et de vice-président de cette structure pour un mandat qui court jusqu'en 2024. Dans son discours d'acceptation de charge, le nouveau président, qui a dit recevoir ses nouvelles responsabilités avec un sens de devoir, a promis d'investir toute son énergie pour faire progresser davantage l'institution selon une feuille de route déjà tracée, laquelle prévoit notamment la mutation vers une assemblée parlementaire sous-régionale, le renforcement de l'intégration sous-régionale, une politique commune de sécurité alimentaire, de réponse au changement climatique, une politique énergétique commune et d'autres problématiques émergentes. Au cours de la journée, la plénière a adopté le rapport financier et celui de la supervision de loi type s'agissant du rapport financier 2021/2022. L'auditeur a déclaré une situation financière conforme aux normes internationales et aux procédures internes. Il a été également noté la régularité de tous les États dans les cotisations statutaires. S'agissant du rapport de supervision de loi type, la Commission a noté la persistance du problème dans beaucoup d'États. Pour mieux combattre ces fléaux, la plupart des intervenants ont suggéré de s'attaquer à la source du problème, la pauvreté, qui rend vulnérables beaucoup des filles et femmes face
aux avances des hommes. À cela s'ajoute l'absence de loi commune sur la question de l'âge de la majorité de la jeune fille. Et puis, lors de la plénière du 8 décembre, toujours à l'Assemblée nationale, les députés nationaux, en leur qualité de représentants du peuple, ont procédé à l'adoption article par article du projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit. Suivez le résultat rendu par le premier vice-président de cette chambre du Parlement. Voici les résultats du vote. Sur 358 députés nationaux qui ont pris part au vote, 356 ont voté oui, 2 ont voté non, aucun député n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Voilà, avant d'évoluer dans ce journal, nous allons parler avec notre invité Christian Moleka, politologue. Monsieur Christian, aujourd'hui à l'est de notre pays, la situation sécuritaire demeure inquiétante et cette situation ne laisse plus personne indifférente à ce stade avec la guerre nous imposée par les miliciens du M23. Vous, en tant que politologue, quel est votre regard sur tout ce qui se passe actuellement dans la partie orientale de notre pays? Bien, ça ne peut être qu'un regard d'inquiétude parce qu'il s'agit de notre pays nous-mêmes comme patriotes d'abord. Ensuite parce que les issues de la sortie de crise ne semblent pas se rapprocher. Le gouvernement avait pris l'option de mutualiser d'abord avec l'UPDF pour essayer de mettre un terme aux groupes armés en Ituri notamment. Manifestement, cette option n'a pas donné les résultats escomptés. Le gouvernement aujourd'hui change d'approche en mutualisant cette fois-ci avec des forces régionales, qui est donc un élargissement de la co-souveraineté à d'autres pays, notamment le Burundi, le Kenya. Et cette approche de co-souveraineté n'est pas une réponse, je dirais, définitive à notre problème, qui est fondamentalement un problème lié à l'effondrement de l'État dans un domaine de souveraineté qu'il faut reconstruire. Ensuite, parce que fondamentalement, le problème il est également lié aux ambitions démesurées d'un État voisin qui est le Rwanda, où pour l'instant, on n'a pas réglé le problème de fond. D'accord, mais il y a plusieurs voix qui se lèvent pour dire que peu importe ce que la République démocratique du Congo, bien le gouvernement peut vouloir entreprendre aujourd'hui pour éliminer ou bien mettre fin à cette guerre, cela ne marchera pas parce que les auteurs intellectuels, ici on parle de la communauté internationale, a tellement mis son ombre sur cette affaire que toutes les démarches qui vont être entreprises par la RDC ne pourront qu'accoucher d'une souris. Je ne serai pas aussi pessimiste. Je pense qu'il est vrai certes que la guerre que nous sommes en train de vivre n'est qu'une guerre de procuration pour le Rwanda qui n'est qu'un état relais d'une économie monde qui cherche à accéder aux ressources. La guerre du Congo est une guerre de contrôle de minerais, une guerre de contrôle d'approvisionnement et donc les réponses ne sont pas uniquement militaires. Les réponses sont à la fois économiques, ils sont diplomatiques en termes de lobbying parce que ceux qui sont réellement les vrais consommateurs de minerais, ce ne sont pas les États voisins qui ne sont que de relais. C'est l'économie monde, nos minerais finissent dans les grands marchés en Suisse, dans les grands marchés à Dubaï, et donc les réponses ne sont pas uniquement militaires. Donc oui, il y a aujourd'hui cette volonté de vaincre militairement nos ennemis, mais si nous voulons régler la guerre, il faut dépasser la dimension uniquement militaire et intégrer l'approche géopolitique, je dirais économique et diplomatique qui court derrière cette guerre, qui est une guerre de procuration menée par les États voisins, mais pour permettre pour certains États et certaines entités d'avoir un accès à un contrôle des minerais. Tant que nous ne développons pas cette capacité stratégique à saisir les vraies raisons de la guerre, eh bien nous courrons derrière des acteurs qui ne sont que des prête-noms, et les silence acteurs, qui sont les vrais acteurs globaux, ne participeront pas à nous aider à régler le problème. Donc oui, il y a le côté militaire, mais la vraie solution, il est dans le lobbying. Il est dans le lobbying vers les vrais, je dirais, acteurs de la guerre et les vrais auteurs de la guerre. Et tant que nous n'arriverons pas à changer la perception fondamentale des vrais acteurs qui se cachent derrière l'accès aux minéraux, tant que nous ne serons pas en capacité de proposer
à ceux-là où l'accès est réel aux minéraux du Congo, sans passer par les intermédiaires, eh bien, nous continuerons toujours à plaider des mots. D'accord. Avant de passer à autre chose, le président de la République, on a annoncé, on a suivi, on a appris que le président de la République va tenir son discours traditionnel sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Ça sera sauf changement de dernière minute demain. Vous, personnellement, vous attendez quel genre de discours ou bien quel genre de mots sortir de la bouche du président de la République? Je crois que l'attention aujourd'hui des Congolais, c'est la question sécuritaire, notamment Bunagana. Les Congolais attendront certainement du président beaucoup plus de précisions sur les initiatives diplomatiques menées à ce jour, qu'il s'agisse de la démarche de Luanda ou de Nairobi, et des solutions concrètes du gouvernement pour remettre la paix à l'Est. Bien évidemment, 2023 est un électoral, donc on attendrait également du président qu'il se prononce sur les élections à venir et sur la capacité du pays à conduire sereinement notre État vers les élections 2023. D'accord. On vous garde encore sur ce plateau. Mesdames et messieurs, nous poursuivons avec le journal. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu en audience une délégation des enfants reporters conduite par la ministre du Genre, Famille et Enfants. Ces enfants reporters sont venus remercier le chef du gouvernement pour la signature récente du décret portant création et organisation du Consul national de l'enfant. Laetitia Mvemba signe ce reportage. Une délégation des enfants reporters, conduite par la ministre du Genre, Famille et Enfants, ont été reçus par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Ces enfants reporters sont venus remercier le chef du gouvernement pour la signature du décret portant création et organisation du Conseil national de l'enfant. La signature du décret est un offre de soulagement pour les enfants reporters car elle intervient non seulement une année après les plaidoyers, mais aussi y arriver a été un parcours du combattant. Après échange, Ketia Passou Onema, enfant reporter, jeune ambassadrice UNICEF et chef de la délégation, s'est exprimée en ces termes. Nos échanges ont porté sur la signature du décret par le Premier ministre, le décret portant création et organisation du Conseil national de l'enfant, qui est resté enfermé dans la loi portant protection de l'enfant depuis 2009. Et on se réjouit du fait qu'en un an de plaidoyer que notre génération d'enfants reporters a mené, que cela ait produit des résultats concrets. Parce que c'est quand même un combat qui a été mené année après année par différents enfants reporters, différentes générations. Et c'est seulement en un an qu'on a pu avoir des résultats. Il s'y est dénoté que cette audience s'est clôturée par la remise d'un tableau par les enfants au chef du gouvernement en guise de remerciement pour la signature du décret portant création et organisation du Conseil national de l'enfant. Et puis, dans le reste de l'actualité, le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Sompouela, a procédé ce vendredi au lancement des activités commémorant le droit de l'homme et le devoir des mémoires pour honorer la mémoire de morts et les victimes des atrocités de la guerre d'agression au Nord Kivu, Sud Kivu et en Ituri, ainsi que les victimes de Kishiché à Rutshuru. C'était lors d'une activité à la place des évolués à Kinshasa. Laetitia Mvemba et Générose Essengo étaient de la partie pour le compte de BCTV. En marge de la Journée internationale des droits de l'homme célébrée à travers le monde chaque 10 décembre de l'année, il se tient sous le haut patronage du ministère des Droits humains sur la place des évolués 3 jours de commémoration en mémoire des victimes des atrocités et crimes graves commis en RDC depuis plus de décennies. Prenant parole au cours de ces assises, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya, a souligné que ces assises est un appel des devoirs sacrés. Je salue la tenue de ces assises pour briser ce silence autour de ces crimes de guerre, de ces crimes contre l'humanité, de ces possibles génocides afin que la vérité soit établie et que les auteurs de ces forfaits soient traduits en justice et ainsi sortis d'une société d'anomie. Dans son allocution, le ministre des Droits humains, Maître Albert Fabrice Sompouela, qui a donné le go de ces activités, indique que les coupables de ces crimes seront arrêtés et déférés devant les instances nationaux et internationaux. Il nous revient, nous Congolais, de prendre conscience qu'on est mieux défendu que par soi-même.
Si d'autres refusent de parler du génocide congolais, nous devons en parler. Et nous devons de plus en plus mettre cela en avant. Il a par la même occasion souligné que déjà dans toutes les prochaines ères, un livre plan sera rendu public qui va reprendre tous les cas de violation des droits de l'homme. Dans sa chute, Albert Fabrice Puela annonce au public avec une grande satisfaction de la signature avec le Premier ministre du décret-loi portant création d'un établissement sur le Fonds national de réparation dénommé FONAREV. Signalons par ailleurs qu'au cours de ces assises, les ministres des droits humains et la ministre des gens, familles et enfants ont déposé un gerbe de fleurs en mémoire des victimes. C'est la visite des stands qui a clôturé ces assises. Au chapitre de réaction, toujours lors de ces mêmes assises, la députée nationale Christelle Vwanga, présidente de la commission genre à l'Assemblée nationale, a par la même occasion appelé les Congolais au sens de responsabilité pour mettre fin à cette guerre à l'Est et déplore par la même occasion le fait que ces actes de génocide restent impunis. Et Mami Ouchoudi, rescapée de la guerre de 6 jours à Kisangani, s'est aussi exprimée. Elles sont au micro de Laetitia Mbwemba. Penser à une chose. Aujourd'hui, sur le plan international, les Nations Unies reconnaissent 4 génocides au niveau international. Il y a le génocide des Tutsis rwandais, qui est environ 800 000 morts. Il y a le génocide de Khmer Rouge au Cambodge, qui est environ 2 millions de morts. Et il y a aussi le génocide des Arméniens, si je me trompe, environ 2 millions de morts. Et les génocides des Juifs par les Allemands. Alors, j'ai extirpé ces chiffres pour démontrer combien 10 millions de morts ne représentent presque rien, alors que les autres ont été reconnus, les génocides ont été reconnus simplement avec 800 000 ou avec 1 million ou avec 2 millions. Mais on se demande pourquoi 10 millions de morts des Congolais aujourd'hui, on peine encore à reconnaître cela comme un génocide. Je voudrais aussi rappeler à cette occasion que cette constitution est axée essentiellement sur la défense des droits. Tout le chapitre 2, 59 articles protègent les droits des Congolais. Droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que les droits collectifs, auxquels nous espérons bientôt ajouter les droits de la 4e génération, les droits de l'environnement. Voilà, Monsieur Christian Moleka, je reviens à vous avant de passer à autre chose, cette fois-ci pour parler d'un autre sujet d'actualité. Nous avons tous suivi la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante CENI. C'était le 26 novembre dernier, ce calendrier qui prévoit l'élection du président de la République, des députés nationaux et provinciaux ainsi que de conseillers communaux pour le 20 décembre 2023. Donc à ce stade, on peut dire que nous devons garder foi et faire confiance à cette CENI. Oui, parce que le fait de publier un calendrier qui du reste contraignant, qui est très différent de la feuille de route, suppose que, ou laisse penser que la CENI a pris la mesure des contraintes qu'il a lui-même soulevées dans le cadre de la feuille de route, et que tenant compte de ces contraintes-là, il s'est donné la nécessité de produire un calendrier qui est donc contraignant et qu'il est lui-même tenu à respecter. Néanmoins, il y a quelques inquiétudes qui demeure, du fait d'abord que le pays est encore en guerre dans une partie de la République, que nous avons 5 millions de déplacés internes. C'est le pic de déplacés que nous avons aujourd'hui, plus de 5 millions de déplacés internes. Et donc, ça aura de l'incidence dans l'enrôlement, ça aura de l'incidence dans la cartographie des circonscriptions et des sièges, parce que vous pouvez avoir, avec le mouvement de population, des circonscriptions qui perdront de sièges, d'autres qui en gagneront un peu plus. Et donc, ça va changer la configuration du Parlement. Il y a des contraintes liées à la logistique au temps. La CENI programme de l'enrôlement pour 1 mois par ère personnelle. Est-ce que ce n'est pas très contraignant, connaissant le fait que l'enrôlement va se faire en période de pluie, connaissant le fait que c'est en période scolaire également, c'est pas durant les vacances. Est-ce qu'ils sauront tenir le délai qui nous paraît très contraignant? Il y a des inquiétudes, mais faisons confiance à la CENI qui dispose certainement d'autres éléments que nous n'avons pas. Mais il y a des inquiétudes liées à la fois aux capacités logistiques, à la contrainte temporelle et surtout à la contrainte sécuritaire qui peut totalement requalifier les processus. Donc au regard de contraintes, on peut donner raison à ceux qui disent qu'il n'y aura pas élection.
Donner raison, c'est peut-être assez prématuré. Je crois qu'il faudrait rappeler à la CENI la nécessité d'intégrer toutes ces inquiétudes pour que la planification fonctionne. Peut-être également pousser les autres parties prenantes, parce que les questions sécuritaires ne sont pas liées à la CENI. La question sécuritaire est liée au gouvernement. Et donc de rappeler aux différentes parties prenantes que la tenue des élections n'est pas uniquement une affaire de la CENI, et que chaque partie prenante a sa part de responsabilité dans la tenue ou non des élections. Vous, personnellement, vous croyez aux élections en 2023, le 20 décembre? Personnellement, je souhaite que nous ayons des élections pour respecter cette tradition constitutionnelle. C'est une régularité nécessaire pour la respiration de notre démocratie. Encore faut-il que les conditions requises nous permettent de tenir. Parce qu'en fait, les élections ne sont pas une fin en soi. Nous ne faisons pas des élections pour avoir des élections, nous avons des élections pour avoir de la stabilité. Si les élections ne conduiront pas à la stabilité et qu'au sortir des élections, nous allons avoir une gouvernance de crise parce qu'il faudra prendre 2 ans à négocier, et ces élections-là ne nous aideront pas à avancer. D'accord. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée le 9 décembre de chaque année, le président de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, Thierry Mboula Moko, a fait savoir que la RDC s'est dotée d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption, dont la stratégie globale est de renforcer l'intégrité, de faire reculer la corruption d'au moins 60% à l'horizon 2026. On l'écoute, il est joint au téléphone par votre rédaction. Permettez-moi de vous rappeler que l'APLC reçoit des dénonciations sous forme des plaintes et de saisines d'office et a innové par la mise en place d'un dispositif de dénonciation en ligne sur www.aplc.cd. Une fois traitées, les investigations permettent de réunir des évidences pour transmission des dossiers devant les parquets compétents. Face aux défis que soulèvent ces antivaleurs, l'agence a initié une task force qui a pour but de favoriser la collaboration institutionnelle et opérationnelle entre services et organismes publics œuvrant dans la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et les infractions assimilées. Nous avons voulu pousser la réflexion plus loin parce que des cadres de concertation sont mis en place avec la société civile pour faire face à ce fléau. On ne peut aller en guerre sans une réelle stratégie. Raison pour laquelle la RDC s'est dotée d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption dont l'objectif global est de renforcer l'intégrité et de faire reculer la corruption d'au moins 60% à l'horizon 2026. Cette stratégie s'articule autour de 3 axes, l'axe détection, l'axe prévention et l'axe répression. Et cette information en bref, au rebours de ce que nous avons diffusé hier, l'ex-conseiller stratégique du chef de l'État, Villiers Chimanga, n'a pas écopé de 3 ans de prison. C'est plutôt le ministère public qui a requis 3 ans de prison, une servitude pénale principale contre lui à l'audience publique du 8 décembre devant les tribunaux de paix de Kinshasa-Gombe, et la corruption passive, les trafics d'influence et l'offense au chef de l'État dans une affaire des négociations d'un marché avec de faux investisseurs dans les secteurs miniers sont les 3 accusations à charge de l'inculpé. Le tribunal attend la fin des plaidoiries de la défense pour prendre l'affaire en délibéré, pendant que du côté du conseil de Villiers Chimanga, on clame son innocence, le vide du dossier et l'incompétence du tribunal. Mesdames et messieurs, cette affaire reste donc à suivre. La vie reprend son cours normal à Komanda, chef-lieu de la chefferie de Basili, depuis plus de 3 mois, zone autrefois vidée de la moitié de ses habitants suite aux affrontements dans les environs. La population loue et reconnaît ce progrès sécuritaire réalisé par l'administration militaire, tout en la conjurant de s'impliquer davantage pour la pérennisation de ce climat de paix. Suivez ce reportage avec nos confrères depuis la province de l'Ituri. Komanda, centre de négoce situé à environ 75 km de la ville de Bunia. Les activités économiques, scolaires, ecclésiastiques et même sportives tournent normalement, voire jusque tard dans la nuit. Un retour à la vie normale qui fait suite à la calmie observée dans cette agglomération du territoire d'Irumu après 2 opérations menées par les forces armées
témoignent des habitants. Depuis qu'il ne se produit plus de troubles et que les populations ont commencé à regagner la contrée, il s'observe vraiment une accalmie. Même les sons de balles ne retentissent plus. Nous dormons et réveillons dans la tranquillité. Ce dernier jour, nous respirons un climat de paix. Il s'observe quand même la reprise des activités. Cependant, pour préserver cet acquis de l'état de siège, des habitants de cette partie de l'Ituri demandent aux autorités de poursuivre les opérations de traque des ADF dans la région avant d'appeler les jeunes à se désolidariser de tout mouvement insurrectionnel. Nous appelons les jeunes qui sont dans la brousse et continuent avec des exactions de revenir en ville, si possible d'adhérer dans l'armée. Disons-le, l'amélioration de la situation sécuritaire dans la région de Komanda depuis plusieurs mois a permis aux nombreux ménages de regagner leurs habitations et d'évacuer normalement à leurs occupations. Résultat du ferme engagement du lieutenant-général Lubuyanka Johnny, gouverneur militaire et commandant des opérations militaires en Ituri, qui tient à mettre fin aux conflits armés sur l'ensemble de la province. Restons toujours dans cette partie de la République démocratique du Congo, cette fois-ci pour vous dire que la sérénité sécuritaire observée depuis quelques mois en cette province laisse place à la bonne évolution de travaux du programme de développement local de 145 territoires au village Bogoro en territoire du Roumou, où cette agglomération se verra être dotée d'un centre de santé et d'un établissement scolaire. Bannir les disparités des développements entre les villes et le monde rural, telle est la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, exprimée à travers la matérialisation du programme de développement local de 145 territoires. Depuis le début de l'exécution des travaux de ce grand projet du gouvernement national, en Ituri en général, et en particulier dans le territoire du Roumou, les réactions de satisfaction ne cessent de jaillir au sein de communautés. C'est le cas de la population de Bogoro, village situé à 25 km de la ville de Bunia, qui est double bénéficiaire de la construction d'un établissement scolaire et d'une structure sanitaire. Les populations de cette contrée apprécient positivement cet élan de développement entrepris par le gouvernement congolais. Nous nous réjouissons et accueillons à bras ouverts ces programmes du gouvernement au travers duquel nous bénéficions d'une structure sanitaire qui nous sera d'une grande utilité publique. Dans ce chantier, nous puisons de l'eau, transportons de briques. Nous louons cette initiative du gouvernement. Le revenu que nous avons de ce travail nous aide à subvenir à nos besoins. Glory Kitoulou, ingénieur et chef de chantier au sein de ces sites, estime que cette avancée infrastructurelle résulte du climat de paix observé dans la zone depuis quelques mois. Sur l'aspect technique, en tout cas, rassurez-vous que les choses marchent bien. Depuis que nous avons commencé à faire les projets, on n'a pas encore connu une incidence, par exemple, de sécurité qui peut toutefois empêcher à ce qu'on avance avec les travaux. Une fois si nous avons la sécurité, nous allons rester dans notre marge là de délai d'exécution de projet. Notons que, au travers le PDL 145T, la province de l'Ituri se place sur la voie de l'amélioration des conditions sociales de ses fils et filles, souhait ardent du président de la République qui met les bouchées doubles pour restaurer définitivement la paix sur l'ensemble de la province. Nous avons toujours sur ce plateau M. Christian Moleka, politologue, coordonnateur national de la DIPOL, avec qui nous partageons ce plateau et nous analysons les grandes lignes d'actualité dans le pays. Aujourd'hui, on célèbre la journée internationale de lutte contre la corruption. En République démocratique du Congo, on peut dire qu'à ce stade, le pays a fait des avancées par rapport à la corruption ou bien nous faisons toujours du surplace. Il y a des avancées, il faut reconnaître qu'il y a des avancées, notamment du fait que depuis un certain temps, il faut reconnaître le travail fait par l'IGF, participe également à introduire une culture saine des finances publiques. Un travail qui ne fait pas l'unanimité. Bien évidemment, comme tout travail humain, mais il faut reconnaître que nous ayons déjà un débat aujourd'hui sur cette question de respect des finances publiques, d'intégrité des deniers publics, c'est déjà une bonne voie. Ensuite, il faut reconnaître que le président a mis en place depuis plus de 3 ans maintenant l'agence
pour de lutte contre la corruption et que malheureusement, de ce point de vue-là, les progrès n'ont pas réellement suivi autour de 3 dernières années. Parce que autant on aurait pu attendre un plus grand travail d'éducation, nous sommes dans une société où la corruption est endémique, qui est presque une sorte de gangrène. Et donc un volet éducatif aurait été très utile 3 ans après, et il faut quand même reconnaître qu'il est de ce point de vue-là, il n'y a pas beaucoup d'avancées. Même si, comme je le dis, l'IGF n'est qu'un bras de contrôle interne, de contrôle externe plutôt rattaché à la présidence, et que le travail de l'IGF est censé être complété par les cours et tribunaux. Et donc si les cours et tribunaux ne nous aident pas à aller jusqu'au bout du dossier, eh bien ce travail restera un travail dans les tiroirs. Certaines personnes disent que la corruption en République démocratique du Congo est une maladie incurable. Est-ce que vous êtes d'avis? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit une maladie incurable. C'est vrai que la maladie, elle est grande, mais elle ne peut pas être incurable. La corruption est liée à beaucoup de facteurs. Il y a une prédisposition liée au traitement des agents, il y a cette question de moralité de la vie publique qu'il faut aborder, il y a cette question de répression de l'autorité de l'État. Parce que lorsque vous vivez dans un environnement où l'État s'est longuement fragilisé et que l'impunité est devenue la règle, eh bien vous avez le sentiment que c'est incurable. Mais dès l'instant où nous aurons un appareil d'État hyper répressif et une vie morale plus ou moins saine, eh bien vous verrez, elle ne disparaîtra pas, mais elle sera minorée. Parce qu'en matière de politique publique, il n'y a jamais de risque zéro. On minore sensiblement l'impact de la corruption, on n'arrivera jamais à l'annihiler, à la faire disparaître. D'accord. Monsieur Christian Moleka, vous êtes congolais, vous vivez à Kinshasa, République démocratique du Congo. Si vous est demandé de dire en une phrase un mot d'espoir, nous sommes aussi en fin de l'année, un mot d'espoir pour les Congolais qui vous regardent, qu'est-ce que vous pouvez dire en une phrase et demie? Je dirais que le Congo est un pays résilient, que nous avons connu dans notre histoire beaucoup de contre-coups de l'histoire, mais nous avons toujours résisté. Et c'est presque l'identité de notre nation, et que nous allons résister encore demain à toutes les menaces de l'histoire, et que notre nation survivra, malgré toutes les tempêtes qui nous balayent aujourd'hui. D'accord, mais on vous garde encore. Levé du corps, suivi de l'enterrement du professeur Dr Tino Lolinga Longange Lucien ce vendredi 9 décembre 2022 à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. C'est à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, allais-je dire, que les derniers hommages ont été rendus à l'illustre disparu. Ce reportage porte la signature de Sami Bosongo et Orlikaz. Ce vendredi 9 décembre que le professeur Dr Tino Lolinga Longange Lucien, docteur en sciences économiques, a été inhumé au cimetière de Kimberley vers le Congo central. Les funérailles ont été organisées à la morgue de l'hôpital des Cinquantenaires où amis, collègues, connaissances et membres de famille se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage. Dans son oraison funèbre, le recteur de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, le professeur Émile Ngoyi, lui a rendu témoignage et a retracé son parcours glorieux. La bibliographie que vous avez laissée dans ces pays, mais tes étudiants, ce que tu as enseigné, tes chefs de travaux, tes assistants, t'en seront gré. Tu étais toujours un chercheur dévoué et totalement désintéressé. Tu as été un grand homme, un scientifique curieux, un professeur respecté. Tu étais tout simplement un grand monsieur. L'illustre disparu est mort à l'âge de 70 ans. Il était un ancien secrétaire général académique de l'IEC Kinshasa. Voilà, que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Mesdames, Messieurs, si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici tout de suite le rappel de principaux titres de ce journal. Les députés nationaux ont, au cours d'une séance plénière organisée le jeudi 8 décembre 2022, voté le projet de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la préparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. La journée internationale de lutte contre la corruption est observée chaque année le 9 décembre depuis l'adoption de la Convention des Nations Unies contre la corruption le 31 octobre 2003. Les thèmes retenus cette année est dénoncer la corruption et défendre les valeurs démocratiques.
La dépouille mortelle du professeur Dr Tino Lolinga Lungange de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, ISC, a été portée en terre ce vendredi après les derniers hommages lui rendus par ses amis et connaissances ainsi que par sa famille biologique. Voilà, mesdames et messieurs, ce journal est arrivé à sa fin. Monsieur Christian Moleka, merci d'être passé. J'espère que nous vous aurons prochainement quand le besoin va s'imposer. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Nous sommes toujours disponibles. D'accord. Ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de BSC TV. On va se retrouver, mesdames et messieurs, la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Entre-temps, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.